bateaux du monde antique étaient très rudimentaires comparés aux vaisseaux sophistiqués dont nous disposons de nos jours. Du moins, c'est ce que l'on croit. Pourtant, on a découvert 2 gigantesques vaisseaux de plaisance bâtis pour Caligula, l'empereur fou, qui ont remis en cause le point de vue des historiens sur les navires de l'Antiquité. Il a fallu un dictateur fanatique pour sauver ces étonnants vaisseaux et pour révéler des secrets perdus pendant près de 2000 ans. Ces bateaux étaient les Titanic du monde antique. Tandis que les peuples antiques étendaient leurs empires, leurs bateaux devinrent de plus en plus sophistiqués et raffinés. Notre compréhension des bateaux antiques s'est développée en même temps que nous découvrions d'autres restes d'épaves tout au fond des océans. Alors que l'archéologie marine ne cesse de se moderniser grâce à des techniques nouvelles, nous en apprenons toujours plus sur la technologie des bateaux du monde antique et sur leurs précieuses cargaisons. Pourtant, une découverte faite dans les années 1920 au lac Nemi, situé à 24 km de Rome, allait bouleverser l'idée que nous nous faisions des navires de l'Antiquité. Des bateaux d'une taille et d'une splendeur telles étaient inconnus jusqu'alors. Mais qui avait bâti ces vaisseaux uniques? Et qu'allait-il révéler à propos des civilisations qui les avaient créés? Quand ils furent ramenés à la surface du petit lac volcanique, leur taille réelle et leur complexité devinrent évidentes. La découverte des bateaux du lac Nemi allait réécrire l'histoire. Résoudre l'énigme des bateaux du lac Nemi a été l'œuvre d'une vie, celle du docteur Marco Bonino. Les bateaux du lac Nemi sont d'une importance capitale, en partie parce que ce sont les épaves les plus complètes jamais trouvées pour cette période, et aussi en raison de leur grande taille. Ces bateaux étaient pour le moins exceptionnels. Ces 2 vaisseaux massifs allaient révéler les noirs secrets des excès de l'Empire romain. Il y avait à bord des statues, des sculptures et une technologie fabuleuse qu'il fallait voir pour y croire. Quelle était la signification de ces étranges artefacts de bronze? Et que faisaient ces énormes bateaux loin de la mer sur un lac isolé d'à peine 1500 mètres de diamètre? Les bateaux du lac Nemi étaient d'énormes vaisseaux. Ils mesuraient plus de 70 mètres de long et 20 mètres de large, l'équivalent de 2 cours de tennis mis bout à bout. Vu leur envergure et le contexte du lac Nemi, ces vaisseaux devaient être à couper le souffle, posés sur le lac et dominant leur environnement. La taille réelle de ces vaisseaux naviguant sur un petit lac comme celui de Nemi paraît incroyable. Mais en ce qui concerne le docteur Marco Bonino, c'est l'extraordinaire qualité de leur construction qui a enflammé son imagination. Aucune autre ruine, que ce soit sur la terre ou en mer, ne nous a fourni autant d'informations essentielles que les bateaux du lac Nemi, à la fois sur les techniques de construction et l'architecture navale. Les bateaux du lac Nemi constituent en effet un trésor inestimable pour les archéologues et les historiens navals. Mais ce sont les restes du mobilier opulent et luxueux qui ont sidéré bien des experts. On sait qu'ils avaient des sols de marbre, qu'il y avait l'eau courante, chaude et froide, et probablement des bains, au moins sur l'un des bateaux. C'étaient d'immenses péniches aux toits couverts de tuiles en cuivre soutenues par des colonnes et au sol de mosaïque. Mais ils reflètent également les aptitudes technologiques des architectes navals romains. Même la fabrication des ancres était révolutionnaire. Jusqu'à cette découverte, on pensait que c'était une invention du XVIIIe siècle. Les mécanismes utilisés sur ces bateaux étaient très avancés et on ne les trouve nulle part ailleurs. Une nouvelle lumière allait être enfin jetée sur les technologies antiques. On allait pourtant faire une découverte plus importante encore. Tandis que les archéologues dégageaient des tuyaux en plomb du limon entourant l'épave, ils remarquèrent des inscriptions qui les stupéfièrent. C'est en nettoyant la vase que le nom d'un jeune empereur romain infâme et despotique leur fut révélé. Caius César Augustus Germanicus. Mieux connu sous le nom de Caligula. En 37 après Jésus-Christ, Caligula devint empereur à l'âge de 25 ans. Il fut vite dépassé par le pouvoir et les richesses qu'il avait entre les mains. Il se fit une réputation de dirigeant sadique et cruel, qui gaspillait l'immense fortune de Rome dans des plaisirs hédonistes.
Son arrivée au pouvoir a tout d'abord provoqué l'enthousiasme au sein du peuple romain. Mais très rapidement, les écrits deviennent négatifs et relatent comment il devint fou. Ils mettent l'accent sur la dépravation de son règne. Il existe toutes sortes d'histoires sur sa cruauté qui ont été relatées par Suétone et d'autres. Les écrivains romains racontent que Caligula ne pouvait contrôler sa brutalité et sa méchanceté naturelle. Il adorait assister à des séances de torture et des exécutions, aimait se déguiser en robe et en perruque et s'abandonnait chaque nuit au plaisir de la bonne chair et à l'adultère. Caligula était probablement sanguinaire. On sait qu'il a arraché son enfant de l'utérus de sa sœur qu'il avait mise enceinte. Donc, j'imagine que quiconque prêt à faire ça doit avoir une vision plutôt sanguinaire et macabre de la vie. Mais tous ces centres d'intérêt n'étaient pas si terrifiants. Caligula avait une authentique passion pour la mer. Il était à la fois l'arrière-petit-fils d'Auguste et de Marc-Antoine, respectivement le gagnant et le perdant de la grande bataille navale d'Actium qui avait décidé du sort de Rome 2 générations auparavant. Il était aussi le petit-fils d'Agrippa, le commandant de la flotte victorieuse et bâtisseur du premier Panthéon. On sait que Caligula aimait les bateaux. Des sources anciennes, telles que Suétone, mentionnent des bateaux en particulier dont il avait ordonné la construction et qui étaient appelés liburnes. Elles constituaient un genre unique de bateaux hauturiers. On peut voir d'anciennes illustrations de liburnes sur la colonne de Trajan à Rome. Il s'agissait de galères rapides et manœuvrables, les vaisseaux favoris des pirates qui attaquaient les bateaux marchands romains en Méditerranée orientale. Caligula conçut sa propre version somptueuse de ce bateau. Un des plus intéressants exemples de l'extravagance de Caligula fut la construction d'une liburne à la poupe ornée de joyaux, aux voiles multicolores comportant des sofas et un jardin. Il avait l'habitude de naviguer le matin depuis Rome jusqu'à la baie de Naples, à la fois pirate, roi et empereur romain. Dès le début de son règne, Caligula fut attiré par le lac Némi et le temple sacré de Diane. C'était un lieu étrange et mystérieux, loin de toute civilisation, un lieu dont les Romains pensaient que leurs dieux et les esprits de leurs ancêtres aimaient à le fréquenter. La déesse Diane était étroitement liée au lac Némi, également appelé le miroir de Diane. Bien avant l'intérêt que lui porta Caligula, elle était déjà vénérée par les Romains ainsi que par les Grecs sous le nom d'Artémis depuis plusieurs siècles. Diane représentait essentiellement une déesse des bois, des forêts et des lieux sauvages, loin de la vie cosmopolite de Rome. Mais on l'associe aussi aux rituels de transition et d'initiation. Caligula devint obsédé par le culte sensuel voué à Diane. Il se fit bâtir un palais sur les bords du lac Némi près du sanctuaire de Diane. Il n'était qu'un parmi d'autres à être attiré vers ce lac par le culte de Diane la chasseresse. Beaucoup de ses adorateurs ont laissé des preuves de leur dévotion. Les Romains pensaient que les dieux devaient être apaisés par la présentation d'offrandes en échange de leur faveur. Un étalage d'objets magnifiques et fascinants a été retrouvé sur le site du temple de Diane. Voici un des bronzes de Diane elle-même. Elle est ici représentée portant un chiton court et sur son dos, on peut voir un carquois. Malheureusement, l'arc n'existe plus. Elle est aussi représentée le bras levé. Et il est connu que le jour de sa fête, les femmes qui ont été bénies par Diane et dont les prières ont été exaucées défilent en portant des torches jusqu'au sanctuaire, des fleurs dans les cheveux. Le sexe rituel était partie intégrante du culte de Diane. Mais ce qui est plus troublant, ce sont les sacrifices humains qui étaient perpétrés près du lac. Au cours de fouilles au XIXe siècle, cette plateforme fut déterrée. Et certains pensent que c'est le lieu exact où étaient commis les sacrifices humains. Il est plus que probable que le côté sexuel, cruel et sanguinaire de ce culte
est particulièrement plu à Caligula, dont le caractère était marqué par une cruauté sadique et tyrannique, comme le décrit si graphiquement son biographe Suétone. Caligula appréciait les aspects les plus extrêmes de ce culte, et il rétablit la choquante cérémonie du Rex Nemorensis pour son divertissement. Le Rex Nemorensis était roi du bosquet. Tous les ans, le roi actuel, qui était un esclave affranchi ou en fuite, était défié par un nouvel arrivant, un autre esclave qui était lui-même affranchi ou en fuite. Cet esclave devait combattre le roi actuel jusqu'à la mort. Le culte de Diane permit à Caligula de s'adonner à des activités perverses et sanguinaires sous le couvert de la dévotion religieuse. Le lac Némi était pour lui l'endroit idéal pour se divertir. Caligula voulait exprimer sa toute-puissance en ce lieu. Un palais n'était pas assez pour lui. Son extravagance lui fit ordonner la construction de 2 énormes bateaux de luxe, dignes de l'homme le plus puissant du monde. Ses instructions étaient de faire du premier navire un temple flottant dédié au culte de Diane. Le second devait être un yacht de luxe pour que Caligula et son entourage puissent s'y détendre. Il exigea que les 2 navires soient sans pareil et qu'ils occupent une place d'honneur au centre du lac. La chaleur estivale était insupportable à Rome et Caligula désirait ardemment avoir un refuge pour échapper à ses problèmes de la ville. Au bout d'une seule année d'un règne excentrique et tyrannique, bien des Romains étaient scandalisés par les dépenses excessives et le comportement extravagant de Caligula. Aux yeux de son peuple, il devenait un dirigeant instable. À Rome, des forces dissidentes et des rumeurs de complot se massent contre lui. Caligula fuyait la ville pour son sanctuaire du lac Némi, un lieu où il était entouré, et à son aise, loin de la moiteur et de la lourdeur politique de Rome. Une fois là-bas, il pouvait se concentrer sur les plans de ses magnifiques bateaux. Ces constructions allaient rendre gloire à sa grande majesté et l'élever au-dessus du commun des mortels. Ce qu'il essayait de faire en réalité, c'était de recréer les barges de plaisance hellénistiques d'Égypte, celles des rois ptolémaïques. Caligula s'inspirait d'écrits anciens qui décrivaient la décadence des princes hellénistiques. L'empire d'Alexandre le Grand avait été partagé entre eux à sa mort en 323 avant Jésus-Christ. Les princes utilisèrent leurs vastes richesses pour mener une vie extraordinairement légère et pour construire d'incroyables navires sur lesquels ils faisaient de luxueuses croisières. Les princes hellénistiques aimaient organiser des fêtes ou célébrer des rites religieux sur des navires appelés talamego, qu'on peut traduire par bateaux de loisirs. Le plus grand de ces palaces flottants était le Syracuse. Il avait été construit pour Héron de Syracuse aux alentours de 240 avant Jésus-Christ et on pensait qu'il mesurait 80 mètres de long. On disait du Syracuse qu'il était le plus grand bateau de transport construit dans l'Antiquité. Sur le pont supérieur, 400 soldats avaient leur quartier. Sur le pont inférieur, il y avait 142 cabines de première classe, comportant beaucoup des équipements d'un bateau de croisière moderne. Le Syracuse était une sorte d'hôtel flottant, meublé d'articles luxueux et comportant même un gymnase et une chapelle dédiée à Aphrodite, la déesse de l'amour. Il comportait des salles à manger, des sanctuaires, des promenades, une bibliothèque, toutes ces choses essentielles aux hellénistiques. C'était un genre de palace flottant. On sait par Athénée qu'il a fini à Alexandrie parce qu'il était si grand qu'il ne pouvait accoster dans aucun des ports de la Méditerranée. Et donc Héron l'a donné au roi ptolémaïque d'Alexandrie. Caligula ne voulait pas imiter. Il désirait surpasser les princes hellénistiques de Syracuse et d'Égypte. Mais sur un lac aussi petit que celui de Némi, où pouvait-on bâtir de si grands vaisseaux? Un chantier naval temporaire fut établi à proximité.
Le chantier naval a dû être construit probablement ici, sur le site du musée aujourd'hui dédié à ces colossaux navires. C'est l'endroit idéal. Caligula manda des architectes de la base navale romaine de Misène pour travailler à ces bateaux. Ces exigences constituaient un défi, car les navires devaient avoir un tirant d'eau suffisamment peu profond pour ne pas s'échouer sur le fond du lac, mais également être assez large pour ne pas que leur lourde superstructure ne les rende instables. Créer des navires ayant des caractéristiques aussi atypiques ne fut pas chose facile. Le bateau Pallas comportait apparemment un large bâtiment et plusieurs petits, des antichambres et des couloirs. Il n'avait aucun moyen de propulsion et devait donc être remorqué pour avancer. Les constructeurs résolurent le problème de largeur et de tirant d'eau peu profond en le munissant de 5 quilles. Le second bateau, qui transportait un temple, peut-être dédié à Diane, s'est avéré plus facile à reconstituer. Le temple était à l'arrière du navire et il y avait un petit bâtiment carré à la proue, les deux reliés par des colonnades. Le bateau-temple était équipé de bancs et de balanciers pour au moins une centaine de rameurs. L'ouvrage sur les deux navires était d'une très grande qualité. Les techniques de construction étaient extrêmement avancées, ce qui suggère un projet parfaitement planifié et bien organisé. C'est pour d'extravagants projets tels que ces deux extraordinaires bateaux que Caligula gaspilla les richesses si soigneusement amassées par son avare prédécesseur Tibère. Mais que se passait-il en réalité à bord de ces bateaux ? Il est évident, vu les restes raffinés et l'opulence, que la poursuite d'un idéal hédoniste était parmi les priorités de l'empereur romain et de ses amis. Le marbre, les mosaïques, la décoration délicate, c'était un terrain de jeu pour Caligula et ses camarades. Je pense que beaucoup de rêves se sont réalisés sur ces bateaux. Il vivait sa vie fantasmée dans cet endroit surréaliste et mystique, sur ces merveilleux bateaux, palais, qu'il était le seul à posséder. Personne d'autre à cette époque n'aurait eu l'audace de dépenser les impôts des contribuables romains pour mener un tel train de vie. Parmi les plus extraordinaires artefacts découverts sur les bateaux, on a trouvé une série de têtes d'animaux en bronze destinées à arrimer les petits bateaux sur lesquels Caligula et ses amis étaient transportés depuis la côte. Les traits distinctifs les plus connus de ces bateaux sont des têtes d'animaux en bronze. Elles ornaient l'extrémité des poutres et avaient pour fonction annexe d'éloigner le mal. Quand les bronzes furent tirés de l'épave, une onde de choc et d'excitation submergea le monde archéologique. La qualité du moulage des bronzes indiquait qu'il y avait une trouvaille magnifique au fond du lac Nemi. Mais quels autres trésors et idées allait-on encore y découvrir ? Giuseppina Ghini, la directrice du musée de Nemi, a dans son sous-sol une vraie caverne d'Ali Baba qui démontre la virtuosité technique des constructeurs de bateaux romains. Voici la réserve que nous sommes en train de réorganiser. Elle contient du matériel trouvé dans les bateaux et sur les sites associés sur la rive, tels que le sanctuaire de Diane. Le matériel trouvé sur les bateaux inclut ces tuyaux d'argile qui soutenaient le sol tout en dégageant de la chaleur. Étonnamment donc, la découverte de ces tubes de terre cuite prouve que ces bateaux gigantesques disposaient d'un système de chauffage au sol qui permettait déjà à l'empereur de marcher sur un sol orné et chauffé il y a presque 2000 ans. Les cylindres d'argile se trouvaient sous une couche de carreaux placée sur le pont du navire. De l'air chaud circulait autour des cylindres, réchauffé par des fourneaux situés sous les ponts. Des murs étaient construits entre les rangées de cylindres, lesquels supportaient un plancher surmonté d'une mosaïque richement décorée. Les mosaïques présentes à bord, bien que sans doute moins somptueuses que celles-ci venant d'Arles en France, étaient colorées et complexes. Lors de la fouille, on a retrouvé des fragments des magnifiques sols de mosaïque des bateaux. Le chauffage au sol des navires de Caligula constituait une application inhabituelle des systèmes d'hypocauste utilisés dans les bains thermaux et les palais à travers l'Empire. Ce n'était pas parce que Caligula était sur un bateau qu'il ne pouvait pas être entouré des mêmes luxes que dans ses palais. D'autres objets étranges liés au transport de l'eau allaient eux aussi stupéfier et intriguer les archéologues de Nemi.
Caché dans la boue, autour de l'épave, se trouvait un robinet de bronze qui semblait trop moderne pour appartenir à un bateau romain. Il était pourtant authentique. Ce robinet extraordinaire était fait pour contrôler le flot d'eau dans les réservoirs. Depuis ces réservoirs, l'eau était distribuée dans tout le bateau grâce à la gravité par une série de tuyaux en plomb munis de valves en bronze. Les archéologues de l'époque ne pouvaient croire que tout ceci était vieux de 2000 ans. Ce robinet était en bronze et a été trouvé détaché du système. Mais il est facile de reconstituer la manière dont il y était attaché. Quand on l'a découvert, le robinet de bronze n'avait presque pas de traces de corrosion. Grâce à sa forme ingénieuse, qui va en s'amincissant légèrement, et à la précision de sa conception, il constitue encore un joint étanche quand on le met en place. Singulièrement, des instruments de précision en bronze comme ce robinet sont encore fabriqués de nos jours, à l'aide de méthodes presque identiques à celles utilisées par les Romains. Les trouvailles faites sur les bateaux du lac Nemi prouvent que les Romains utilisaient des techniques de coulage sophistiquées et étaient bien plus qualifiés que ce que nous pensions autrefois. Le seul écart entre ce robinet moderne et celui de Nemi est de 2000 ans. Le robinet trouvé dans les bateaux du lac Nemi impliquait qu'il fallait repenser notre perception de l'ingénierie romaine. Mais l'une des plus grandes surprises qui attendaient les archéologues fut la construction complexe des navires eux-mêmes. Je pense que si vous demandez à quelqu'un comment construire un bateau, il vous répondra sans doute qu'il faut ériger un squelette de membrure ou côte et puis plaquer les bordées de coque autour de ce squelette. Mais dans l'Antiquité, le processus était très différent. Les planches de la coque étaient liées les unes aux autres par des mortaises et des tenons. Puis les membrures ou côtes du vaisseau étaient ajoutées, même insérées dans cette coquille préexistante. Les charpentes des bateaux étaient si bien préservées qu'elles ont permis à des spécialistes d'examiner en détail les techniques de construction romaine. Mais il existait d'autres exemples de cette technique venus des lointaines frontières de l'Empire romain. À Mayence, en Allemagne, en 1981, un groupe de 5 bateaux romains fut découvert. Ils sont maintenant exposés au musée de la navigation antique de Mayence. Le bateau a été entièrement construit avec des joints formés de rainures et de languettes. Tous les 25 cm environ, une fine pièce de bois était encastrée dans les planches de chaque côté. Les joints sont cachés presque partout sur le bateau, mais on voit bien les chevilles de sûreté en bois qui empêchent les joints entre les planches de se relâcher. Bien que fabriqués plusieurs centaines d'années après les bateaux du lac Nemi, les bateaux de Mayence s'inscrivent clairement dans la même tradition de construction, coquilles d'abord, qui on le sait maintenant existaient dans toute la Méditerranée. Ce qu'ils ont en commun, c'est la manière dont le bordé est attaché aux côtes. Les clous étaient enfoncés à travers le bordé de la coque et les côtes, puis repliés 2 fois à l'intérieur. Cela crée un lien fort, mais flexible, qui permet le mouvement dans la structure. Certains pensent que les clous de métal utilisés sur les bateaux du lac Nemi étaient protégés pour résister au temps. Richard Winley nous montre le procédé. Il existe une théorie qui dit que les Romains utilisaient une sorte de procédé électrolytique de plaquage pour empêcher les clous de fer de rouiller. Nous allons essayer de démontrer comment fonctionne ce procédé. La solution que nous avons là est un mélange de nitrate de cuivre et d'un agent acide. Nous allons placer le clou dans la solution de cuivre et le processus de plaquage devrait commencer. Ce procédé est fascinant. Certains experts adhèrent à cette hypothèse de l'électrolyse. D'autres pensent que les clous ont tenu si longtemps parce que du cuivre était utilisé durant la fonte. Dans le sous-sol du musée, la réserve révèle certains détails encore plus étonnants sur la construction des bateaux du lac Nemi.
Les boîtes que vous voyez ici contiennent des milliers et des milliers de clous qui étaient utilisés pour fixer la charpente des deux bateaux. En voici quelques-uns. Celui-ci a été délibérément courbé. Il devait être utilisé pour lier la charpente de la coque aux côtes. On peut encore voir les traces de la couche de plomb qui couvrait les coques. Les méthodes traditionnelles de construction navale utilisées sur les bateaux du lac Nemi se retrouvent dans l'Égypte ancienne. Les anciennes trirèmes grecques, comme celle-ci, gravées sur un rocher à Rhodes, étaient également construites selon les mêmes techniques. À l'époque de Caligula, les idées mises en œuvre lors de la construction des bateaux du lac Nemi étaient déjà utilisées depuis des centaines d'années sur les navires marchands qui transportaient leurs cargaisons autour de la Méditerranée. Mais les Romains étaient devenus des experts dans le développement de cette technologie qui était cruciale pour leur infrastructure. Les poteries, le verre, les métaux, le vin et l'huile d'olive étaient d'importants articles de commerce, tout comme le grain qui approvisionnait les citoyens romains. Le verre devint particulièrement prisé, tout comme la soie de Chine, l'encens d'Arabie et les épices d'Asie du Sud-Est qui étaient indispensables au style de vie fastueux des Romains. Un style de vie qui aurait été impossible sans navire fiable. Le nombre important d'épaves romaines autour des côtes de la Méditerranée témoigne de l'échelle du commerce maritime autant que de ses risques. C'est grâce à ces épaves que l'on en sait autant sur l'étendue du commerce romain. Mais pour les archéologues marins comme Deborah Carlson, il est toujours possible d'en apprendre plus. Il y a un moment de découverte quand on travaille sous l'eau, qu'on dégage le sable en soufflant et qu'on travaille sur un objet. Même si on ne sait pas encore ce que c'est, il y a toujours un moment où l'on découvre finalement ce qu'est cet artefact. Et ce moment est vraiment très excitant. Pour les archéologues, comme Deborah Carlson, la région autour des côtes de la Turquie recèle des trésors d'anciennes épaves à explorer. Il n'y a presque pas de courant par ici. Quand on touchera le fond, essaie de ne pas le remuer, car il est très boueux, très vaseux. Ces épaves contiennent souvent de grandes cargaisons d'amphores, dont beaucoup sont encore en très bon état. L'amphore, une jarre en argile comportant 2 poignées, était un récipient commun utilisé pour les marchands tout autour de la Méditerranée pour transporter des vivres tels que l'huile ou le vin. Les navires marchands étaient souvent classés selon le nombre d'amphores qu'ils pouvaient transporter. La taille et la puissance de ces vaisseaux étaient maximales et le commerce romain était efficace. Pourtant, en mer forte, bien des chargements n'atteignaient jamais leur destination. C'est souvent grâce à ces lourdes cargaisons que les matériaux constitutifs des bateaux qui les contenaient ont pu être retrouvés par les archéologues. En Méditerranée, les navires qui sont préservés sont pour la plupart des navires marchands. Ceci parce qu'ils transportaient une cargaison, que ce soit des amphores ou des pierres, qui les lestait, les pressait contre le fond et les préservait. Deborah Carlson travaille depuis plusieurs années sur les fouilles d'épaves de l'Institut d'archéologie nautique. Cet organisme est basé à Bodrum en Turquie. Leurs expéditions ont produit certaines des plus étonnantes découvertes de la côte turque. Voici une partie d'amphore trouvée dans une épave du 5e siècle avant Jésus-Christ. En fait, nous en avons un exemplaire plus intact ici. Ce qui vous donne une idée de ce à quoi ressemblaient ces amphores de transport. Celle-ci peut contenir environ 25 litres de liquide. On pense que ces amphores contenaient du vin, en particulier parce qu'on voit les restes de dépôts qui recouvrent l'intérieur des jarres. On peut aussi en voir au niveau des lèvres. Sur l'un des projets archéologiques les plus productifs de l'Institut dans une ancienne épave romaine, à Yassiada en Turquie, on a trouvé des amphores contenant de l'eau potable, du vin, de l'huile, de la sauce aux poissons, des céréales, des olives et des fruits. On a également trouvé des restes de vêtements, des chaussures et des dés à jouer appartenant à l'équipage.
Du bois provenant de l'épave est conservé au sous-sol de l'Institut. Voici les plateaux qui contiennent certaines parties de la charpente du bateau. Dans celui-ci, on peut voir une décote ou membrure du bateau qu'on conserve dans du polyéthylène glycol, ou PEG. Voici donc ce à quoi ressemble un morceau de charpente quand il est conservé et stabilisé. Quand on a remonté les bateaux du lac Nemi à la surface en 1929, les archéologues ont découvert que les charpentes avaient été extraordinairement bien conservées par le limon du lac et par les matériaux de la lourde structure qui s'était effondrée, les maintenant au fond. Pourtant, bien des années avant leur découverte, les autochtones avaient compris qu'un mystérieux secret reposait au fond du lac Nemi. La découverte des bateaux du lac Nemi constitue une histoire en elle-même, car elle est un témoignage du développement de l'archéologie sous-marine. Déjà au Moyen-Âge, des rumeurs circulaient parmi les communautés riveraines sur deux énormes bateaux qu'on pouvait parfois apercevoir reposant au fond du lac. Il ne fallut pas longtemps pour que les chasseurs de trésors et les archéologues soient attirés vers le lac. Des morceaux de la superstructure des bateaux, des amphores et des pièces de la charpente furent laborieusement ramenés à la surface. Depuis des siècles, les habitants des monts Albins dans la région étaient au courant de l'existence de ces navires légendaires au fond du lac, et il y eut plusieurs tentatives pour récupérer ces bateaux et s'en emparer. Dès le XVe siècle, le célèbre architecte et scientifique Léon Battista Alberti se fit construire une plateforme flottante et essaya de remonter des morceaux des bateaux à l'aide de crochets. Voici certains des crochets utilisés pendant la Renaissance, quand on a fait les premières tentatives pour récupérer les bateaux. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est arracher des morceaux de tissu et des décorations qu'ils pensaient dignes d'être remontés à la surface. Ce faisant, ils ont détruit une bonne partie des infrastructures des bateaux. Un siècle plus tard, une autre tentative historique fut réalisée par Francesco Di Marti. C'était la première fois qu'on essayait d'aller sous l'eau avec un équipement de plongée quel qu'il fût. On dit qu'il comportait un casque en bois avec une sorte de hublot en verre. Il avait été conçu par Léonard de Vinci et quelque peu modifié. Plusieurs siècles passèrent, jusqu'en 1827, quand les archéologues décidèrent de suspendre une cloche nautique à une plateforme flottant sur le lac. Cette opération fut considérée comme partiellement réussie après que des éléments de sculpture et du sol de mosaïque furent sauvés des eaux. Puis en 1885, Lord Saville, l'ambassadeur britannique à Rome, découvrit 1500 objets incroyables sur le site du temple de Diane au bord du lac. Cette énorme collection d'artefacts fut par la suite donnée au musée de Nottingham en Angleterre. Il s'était intéressé à l'archéologie alors qu'il était à Rome et avait procédé à de nombreuses fouilles avant d'acheter une licence pour explorer Nemi en tant que chef archéologue du site. Ça a dû être absolument merveilleux quand ces objets votifs et ces sculptures ont commencé à apparaître. Se rendre compte de l'importance de la découverte qu'il venait de faire a dû être absolument fantastique. 10 ans plus tard, cette tête de méduse en bronze fut sauvée des épaves et les recherches sur les possibilités de récupérer les bateaux eux-mêmes se firent plus intenses. La marine italienne engagea un plongeur professionnel pour déterminer la position exacte des bateaux. Ils furent découverts à 180 mètres de distance, à environ 20 mètres de profondeur. Mais personne ne savait comment les remonter en toute sécurité. Jusqu'à ce qu'un certain dictateur fasciste entre en scène. Mussolini semble avoir saisi toutes les opportunités d'associer son régime fasciste à la gloire de la Rome impériale. Il le fit en sponsorisant des fouilles, non seulement à Nemi, Rome, mais aussi à Ostie. L'Empire romain a influencé plusieurs des politiques et des dictats de Mussolini qui souhaitaient restaurer la gloire et la suprématie de la civilisation romaine. Il avait prévu de devenir lui-même un empereur romain moderne. Ces fouilles archéologiques faisaient partie intégrante de son noble plan. Mussolini était obsédé par l'archéologie romaine. Il espérait pouvoir associer son État italien fasciste aux gloires passées de l'Empire romain.
S'il pouvait rapprocher la Rome antique et la Rome moderne, il serait capable d'attirer les classes moyennes intellectuelles vers son régime. Les bateaux du lac Nemi allaient avoir de l'importance en tant qu'arme politique. Les gens cherchaient des épaves sous-marines pour diverses raisons. L'assaut mené par Mussolini à l'encontre de celle du lac Nemi était motivé par la volonté de créer un lien avec ce passé prestigieux et de se rendre plus grand, plus imposant et plus important à travers l'importance des bateaux du lac Nemi eux-mêmes. En s'engageant auprès des bateaux de Nemi, Mussolini souhaitait ennoblir son image. Je crois que les bateaux du lac Nemi excitaient la fascination de Mussolini car ils lui donnaient cette rare opportunité d'avoir un aperçu de la vie personnelle d'un empereur romain. Mais l'ambition de Mussolini semblait se heurter à bien des problèmes. Ses plans pour extirper les énormes bateaux du fond du lac rencontrèrent d'insurmontables difficultés. Suivant d'excellents conseils, il décida d'exploiter les anciennes techniques d'ingénierie romaine pour révéler les bateaux de Nemi au monde pour la première fois en presque 2000 ans. Il n'allait pas remonter les bateaux, il allait abaisser le niveau du lac. Pour ce faire, Mussolini avait prévu d'utiliser un tunnel qui avait été percé à travers les collines surplombant le lac Nemi des siècles avant la naissance de Caligula. Cette incroyable prouesse d'ingénierie fut menée à bien pour sauver de l'inondation le temple de Diane situé au bord du lac. Les ingénieurs romains avaient creusé un trou d'1,5 km de long à travers la montagne pour abaisser le niveau du lac. Les archéologues de Mussolini connaissaient l'existence de ce tunnel dans la colline et allaient entreprendre un plan audacieux pour voir s'il pouvait être réutilisé. Pour Mussolini, sauver les bateaux du lac Nemi à l'aide d'un exemple aussi magnifique de la technologie romaine devint presque un but sacré. Mussolini déclara « C'est à la fois une affaire de science et de fierté nationale, une dette d'honneur envers la dignité de notre nation. » Ce conduit romain, construit au IVe siècle avant Jésus-Christ, est l'un des plus extraordinaires et des plus méconnus ouvrages d'ingénierie civile au monde. On peut encore y voir les coulisses destinées aux bombes qui régulaient le flot du canal. Les bombes préservaient le canal des branches et des débris. Elles étaient levées et abaissées par des esclaves spécialement entraînés et de cette manière elles permettaient de garder l'écoulement propre. Quand les Romains bâtirent ce conduit, ils ne commencèrent pas simplement à une extrémité pour creuser leur chemin jusqu'à l'autre extrémité. Cela aurait été trop facile. Ils avaient 2 équipes d'excavateurs, une de chaque côté de la colline, et leur technique de reconnaissance était si précise que les 2 groupes d'ouvriers se retrouvèrent presque au même endroit. On y distingue toujours les éraflures faites par les pioches des esclaves qui ont creusé ce conduit depuis le lac Nemi dans la direction du flot d'eau. C'est ici qu'ils ont rejoint l'équipe venant dans la direction opposée. Ici, les marques d'outils vont dans la direction opposée à contre-courant. C'est l'endroit exact où les 2 équipes se sont rejointes. Le 20 octobre 1928, Benito Mussolini arriva au lac pour lancer les énormes turbines qui devaient pomper l'eau vers le haut de la colline en direction de l'entrée de l'ancien conduit. Peu à peu, le niveau du lac commença à décroître. Ce fut un triomphe quand les pompes se mirent à pousser l'eau à travers la colline. Ce qui allait être révélé au fond du lac allait stupéfier le monde. On allait voir les 2 navires pour la première fois en 2000 ans. Ils étaient incroyablement bien conservés. Leur taille et leur état allaient même surprendre les archéologues. Mais surtout, ces 2 navires et leur fantastique mobilier allaient apporter de nouvelles preuves du mode de vie de la Rome antique. Au vu des trouvailles remarquables produites par les précédentes tentatives faites pour sauver les vaisseaux, les archéologues savaient qu'ils étaient face à quelque chose de spécial. Et ils ne furent pas déçus. Sur tout le bateau, les finitions en bronze finement ouvragé étaient à couper le souffle par leur qualité et leur état. Chaque poteau était coiffé d'une tête modelée en forme de satyre, de faune ou de nymphe. Plusieurs des tuiles de cuivre doré avaient été sauvées.
et la formidable tête de lion en bronze qui recouvrait le gouvernail, équipé d'un anneau pour le maintenir en place, était dans un état presque parfait. Un bras en bronze énigmatique s'avéra être un autre symbole destiné à écarter le mauvais œil. Rapidement, les archéologues se mirent au travail pour dresser les plans des bateaux, faisant figurer en détail l'emplacement exact de chaque découverte. Avant la découverte des bateaux de Nemi, nous n'avions pas d'idée précise sur la manière dont étaient construits les anciens navires. Quand ils furent ramenés à la surface, ils fournirent aux architectes navals et aux archéologues une opportunité d'étudier et d'apprécier la construction d'un navire bâti avec des mortaises et des tenons. Les connaissances acquises sur la construction des bateaux dans l'Antiquité durent être reconsidérées. Les fouilles révélèrent que les ancres de pierre comme celle-ci étaient dépassées à l'époque où les navires de Caligula furent construits. De nouvelles informations exaltantes furent mises à jour tandis qu'une importante quantité d'artefacts et de technologies anciennes fut découverte. Une série d'extraordinaires inventions mécaniques fut retrouvée à bord. Ce dispositif complexe en métal a été reconstruit par le musée Nemi. C'est l'une des nombreuses pompes de cale à chaîne et à seau utilisées pour évacuer tout excès d'eau hors du bateau. Ces roues à aubes fonctionnaient avec un système de chaînes et de cuillères ou de petits bacs qui étaient utilisés pour récoper l'eau des cales. Il y avait aussi des pompes à piston ayant la même utilisation et qui fonctionnaient également à la main. Cette pompe à bras était extrêmement avancée techniquement. Elle utilisait la pression de l'air pour évacuer l'eau autour des bateaux. Cet appareil ingénieux est basé sur une conception de l'inventeur grec Ctésibius. Mais à quel point cette ancienne pompe à eau était-elle efficace? Voilà à quoi devaient ressembler les pompes des bateaux de Nemi. C'est une reconstitution au tiers ou au quart. En gros, c'est une pompe à piston qui devait être utilisée pour aspirer ou envoyer l'eau le long d'un système de conduit à l'intérieur du bateau. Elle a une double action grâce à ses deux cylindres. Le débit d'eau est continu, contrairement aux pompes à un seul piston, dans lesquelles le flux est intermittent. La pompe aspirait l'eau du réservoir placé en dessous lorsqu'on levait le bras et la poussait à travers un système de valves jusque dans le réservoir placé au dos de la pompe lorsqu'on baissait le bras. Depuis le réservoir, l'eau pressurisée était distribuée dans tout le bateau. Ce modèle était extrêmement efficace. Curieusement, les valves à l'intérieur de la pompe étaient faites de bois et de bronze, mais leur étanchéité était très bonne. La pompe était connectée au réservoir présent sur les bateaux dans lesquels l'eau de pluie était collectée et conservée pour un usage ultérieur. Mais les pompes ne furent pas les seuls objets découverts à bord des bateaux qui suscitèrent l'euphorie des archéologues. Car au milieu des débris, ils ont découvert une plateforme qui contenait un ensemble d'étranges objets en bronze. Après une étude minutieuse, ils ont déduit qu'il s'agissait de roulements à billes romains. Ce fut une découverte étonnante, puisque l'on croyait que les roulements à billes étaient apparus pour la première fois dans l'histoire à l'époque de la Renaissance, avec les travaux de Léonard de Vinci. Mais cette trouvaille le précédait de 1400 ans. 2 jeux de roulement à billes furent découverts. Mais à quoi servaient-ils? Certains pensent qu'ils faisaient partie d'un mécanisme destiné à remonter l'ancre. Mais d'autres croient qu'ils étaient dissimulés sous le pont et faisaient tourner une plateforme qui supportait la statue d'une déesse. L'une des théories avancées est que la plateforme portait une statue de Diane. Mais récemment, une théorie alternative a été suggérée. Car certains pensent que la clé du comportement erratique de Caligula était son obsession pour les dirigeants de l'Égypte hellénistique. On pense qu'il y avait voyagé étant jeune homme avec son père, Germanicus, et en était revenu fasciné par tout ce qui était égyptien. Il s'intéressait tout particulièrement aux frères et sœurs divins Isis et Osiris. Il semble que Caligula souhaitait imiter le roi hellénistique d'Égypte, Ptolémée IV, qui avait épousé sa sœur et les avait proclamés, elle et lui, dirigeants divins. Caligula eut lui aussi une relation incestueuse avec sa sœur et encouragea le culte d'Isis.
Ce n'est pas un hasard si, après la conquête de l'Égypte par Auguste, Rome importa de nombreuses croyances et méthodes de culte orientales. Même ici, à Némi, dans le sanctuaire de Diane, Diane fut remplacée par Isis, probablement sous le règne de Caligula. Est-ce pour cela que Caligula tenait tant à construire un palace flottant comme celui des dirigeants hellénistiques d'Égypte? Et la fascination de Caligula pour les frères et sœurs divins Isis et Osiris n'était-elle pas tout simplement une façon de rationaliser son propre désir pour sa sœur Drusilla? Ce qui est sûr, c'est que ses contemporains rapportèrent combien sa façon de marquer son deuil après sa mort prématurée fut théâtrale à l'excès. À la mort de sa sœur Drusilla, Caligula en fit une déesse, lui rendant des honneurs qui n'avaient jamais été rendus à une femme romaine auparavant et qui ne seraient plus rendus à aucune femme romaine par la suite. Cela rendit sa filiation avec les Ptolémées peut-être plus personnelle, et il avait ainsi l'impression qu'il légitimait la relation toute particulière qu'il semblait avoir avec sa sœur. Caligula fut assassiné durant la 4e année de son règne à tout juste 29 ans. Les Romains étaient si dégoûtés par sa cupidité, sa cruauté et son arrogance que ses époustouflants vaisseaux furent sabordés et abandonnés à la décomposition au fond du lac pour n'être sauvés ensuite que grâce aux ordres de Mussolini. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un musée fut spécialement bâti pour les bateaux sur le site où ils avaient été construits au bord du lac. Les navires furent précautionneusement acheminés à l'intérieur et y demeurèrent jusqu'à ce que, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande battant en retraite y mette le feu. Les bateaux du lac Némi furent presque entièrement détruits. Ce fut un désastre. La destruction des bateaux du lac Némi fut une grande tragédie. C'était comme si le Colisée lui-même avait été détruit. C'était aussi grave. Jamais auparavant, on n'avait découvert des navires datant de l'Antiquité d'une telle qualité, d'un tel luxe, abritant une telle technologie et dans un si bel état de conservation. Après avoir sauvé des eaux les bateaux du lac Némi, les spécialistes et les archéologues n'ont malheureusement eu qu'à peine une quinzaine d'années pour les étudier. C'est quelque chose que nous ne retrouverons pas. Ces informations sont perdues à jamais. Restaurer les ruines du musée fut une tâche relativement facile, mais que pouvait-on faire pour les bateaux? La perte de ces bateaux est réellement irréparable. Il n'existe aucun navire équivalent provenant de Rome ou du monde antique. C'est une perte énorme pour notre compréhension de l'architecture navale et de l'ingénierie dans l'Antiquité. Le musée, bien que restauré avec amour, semble inéluctablement vide. Si certains des artefacts de bois comme l'encre romaine ont miraculeusement survécu, les deux maquettes à échelle réduite des bateaux paraissent écrasées par le souvenir des originaux. Voici quelques morceaux de bois qui ont été sauvés des flammes. Nous les avons récemment restaurés. Il y en a un plus gros morceau qui est exposé là-haut. Il porte encore les stigmates et même l'odeur du feu. Le désastre semble irréparable. Mais néanmoins, le docteur Giuseppe Nagini et ses collègues du musée sont déterminés à sauver quelque chose des flammes. Leur plan ambitieux n'envisage pas moins que de reconstruire l'un des extraordinaires vaisseaux de Caligula à partir de zéro. Nous avons d'abord fait des dessins préparatoires à la reconstruction. Une fois ceci réalisé, j'ai préparé les détails de la conception du bateau. Quand tout cela a été fini, j'ai tout donné aux architectes et ils ont construit la quille que vous pouvez voir dehors. En reconstruisant les bateaux du lac Némi, les archéologues espèrent une fois de plus réussir à remonter le temps et comprendre les navigateurs et les architectes du monde antique. Les bateaux de Caligula nous ont forcés à repenser notre façon de voir la technologie des Romains. Autrefois, on pensait que ces immenses bateaux de plaisance n'étaient que des mythes, mais les bateaux du lac Némi nous ont fait réexaminer ce point de vue. C'est la taille de ces bateaux et leur technologie avancée qui ont véritablement émerveillé le monde. Un jour viendra, si les conditions s'y prêtent, où une réplique du bateau-temple de Caligula voguera à nouveau sur le lac et une fois encore montrera au monde que ces navires étaient, en effet, les Titanic du monde antique.